Bonjour, eh bien me revoici pour parler du Papis, c'était pas prévu, désolé, mais c'est assez important parce que je suis en train de travailler sur une version 3B, B comme bis ou plutôt B comme batterie parce qu'elle va fonctionner sur batterie. Donc comme je fais cette nouvelle version, je suis obligé de refabriquer notamment un capteur optique et j'ai profité de l'occasion pour corriger certaines petites choses et tester des nouvelles choses. Et en même temps, dans cette vidéo, donc je vais parler de ces modifications et de l'assemblage du capteur parce que je l'avais pas jamais fait en vidéo. Donc je vais montrer l'assemblage du capteur et les petites choses à surveiller. Après, pour ceux que ça intéresse, après ce montage de capteur et ces modifications, je pourrais éventuellement parler un petit peu de la version sur batterie que je prépare et des tests que j'ai déjà effectués et de comment je vais faire ça. Mais d'abord, place au capteur optique. Alors, d'abord, au point de vue 3D, j'avais remarqué que parfois, alors c'était la première chose que j'ai dessinée en 3D, ça j'étais encore très novice, et je sais pas pourquoi, il arrivait que, alors faites pas attention à mes doigts, je suis désolé, je sais pas du tout que j'ai les mains sales, c'est qu'il y a quelques jours, quand j'ai fait les circuits imprimés, ben, j'ai mis les doigts bêtement plusieurs fois dans le perclos pendant longtemps pour frotter un peu le cuivre, je le fais à chaque fois, je le sais, hein, et à chaque fois ça a ces résultats là, quoi, ça m'a un peu brûlé et marqué les ongles. Ça va partir dans quelques jours, c'est pas bien grave. Donc ici, il arrivait qu'il se passe, qu'il y a un petit rebord qui apparaisse ici, pas systématiquement, hein, j'ai pas bien compris. Et bon, j'ai redessiné ce couvercle et ça ne se produit plus, on est tranquille avec ça. Voilà. Ensuite, au point de vue de cette partie que j'appelle l'arche, c'est la partie qui reçoit l'émetteur, les 3 LED émettrices. C'est pareil, il y avait un petit souci parfois. Alors je dis parfois parce que c'est pas systématique, ça dépend un peu du réglage du slicer, faut se méfier, hein. Moi je règle mon slicer avec une hauteur de passe de 2 dixièmes de millimètre et une largeur de passe de 4 dixièmes. Si on a des réglages différents, ça va forcément avoir des résultats légèrement différents, de quelques dixièmes de millimètre, mais ça peut suffire, quand on est fort ajusté comme là, à provoquer des petits problèmes. Et donc ici en l'occurrence, on voit qu'il y en a un gros problème. C'est que voilà, quand on monte ici il y a un petit écart et la carte au lieu d'être guidée par le guide elle vient de glisser en dessous, donc ça c'est un peu nul, c'est pas du tout l'objectif et c'est pourquoi j'ai redessiné cette arche. De même ici l'écart était un tout petit peu juste, il arrivait que c'est exactement égal à ça, il arrivait qu'avec le jeu comme ici on voit elle dépasse légèrement et ça pouvait faire accrocher une carte. Donc dans la nouvelle version que voici, j'ai un peu diminué là, j'ai un peu augmenté là, et en même temps j'en ai profité pour arrondir ici, comme ça, même si ça dépassait, ce qui est devenu complètement impossible, eh ben ça guiderait la carte pour qu'elle accroche pas. Donc voilà. Donc ces éléments 3D, de même que les modifications d'électronique dont je vais parler un peu ici, sont à jour sur le site. Hein. J'ai tout corrigé, les fichiers, les schémas, etc. Et donc tout ça c'est à jour, et les fichiers STL, c'est corrigé sur le site. Donc, pour fabriquer, pour le récepteur ici, je n'avais plus de photodiodes. Donc j'ai recommandé des photodiodes, il n'y avait plus les mêmes, le fournisseur il n'en avait plus. Ça vient de Chine, c'est sans marque. Je pense qu'il y a un équivalent chez Osram, j'ai pas la référence en tête, mais je l'ai mis dans les spécifications sur le site. Mais bon, là c'est des diodes que j'ai commandés en Chine, j'ai payé 4,49 € pour 10. Une bouchée de pain, et elles fonctionnent bien, mais elles sont un peu moins sensibles que les précédentes. Donc je me suis dit, tiens, je vais profiter pour voir les réglages, si ça fonctionne toujours avec ces diodes moins sensibles. Et ça fonctionne parfaitement, évidemment. Et même au point que je me suis rendu compte que je pouvais économiser un peu de courant sur ce capteur optique. Alors la première chose que j'ai faite, c'est par exemple ici, augmenter les résistances en série avec les photodiodes. Ici, il y avait des 4,7 kg, là je suis passé à des 10 kΩ. Ça a pour effet de réduire quasiment la consommation du récepteur par 2. Et ça fonctionne parfaitement. Donc voilà. Donc le récepteur, j'en profite au passage pour montrer, pour ceux qui l'assemblent, qu'il faut bien montrer les photodiodes côté composant du circuit imprimé et tout le reste est côté cuivre, les petits connecteurs, les résistances que j'ai séparées, parce qu'il y a des pistes en dessous, séparées d'un petit millimètre avec une petite plaquette de plastique hein, pour éviter que ça touche. Et voilà. Et bon, comme ça, des connecteurs basiques, hein, c'est des pin headers, ils appellent ça quand on met sur les. C'est pas terrible, il n'y a pas de détrompeur, donc je mets un petit point de vernis à angle rouge du côté du point chaud du plus, et pour éviter de monter à l'envers. Donc voilà le récepteur avec les nouvelles photodiodes et des résistances de 10K qui fonctionnent parfaitement. De même, côté émetteur, alors l'émetteur, je rappelle ici, il y a 2 LED ici, blanches, qui émettent sur un angle de 60 degrés, parce qu'elles doivent illuminer 2 photodiodes,
chacune. Et celle du milieu, c'est pas important, là c'est une 30 degrés ou une 15 degrés. On s'en fiche parce qu'elle éclaire que la photodiode qui est juste en dessous. Et on se rappellera que dans la version 3, ici j'avais mis ici des résistances de 270 ohms et là une 390. Je me suis rendu compte que ça fonctionnait parfaitement avec 3 résistances de 390 ohms. C'est tout à fait suffisant. Avec ces valeurs de résistance un peu partout et ces nouvelles photodiodes un peu moins sensibles, le capteur fonctionne toujours parfaitement. Les photodiodes saturent toujours quand la tension est tombée à 3 volts. Bon, quand la tension est tombée à 3 volts, de toute façon, le reste, l'ampli BF, tout ça commence à ne plus fonctionner. Donc c'est largement suffisant, il n'y aura aucun souci de ce côté-là. Et l'ensemble désormais, le capteur optique dans son ensemble, quand il est à fond, que toutes les LED sont illuminées, il consomme un peu plus de 15 mAh, presque 16, mais attention, ça n'a aucun sens parce qu'il fonctionne avec des petites rafales de flash qui sont espacées, je ne sais plus, de quelques dizaines de millisecondes et qui ne durent que 3 millisecondes chacune. Donc la consommation globale nivelée, lissée, elle est absolument négligeable. Voilà. Cet émetteur, donc je vais en profiter pour montrer le montage. L'émetteur ici, ben, il vient sur l'arche. Il faut absolument penser à monter ça, à souder ici avant de le monter, parce que le petit connecteur ici, il passe pas dans le petit trou qui est ici. Et on vient ici, et ça vient se fixer, et ben, en force. Ça a été fait j'avais fait dessiner pour que ce soit bien ajusté, et que, voilà. C'est un peu fort. Là, ça suffirait à ce que ça ne puisse plus bouger. Mais de toute façon, le couvercle ici va venir empêcher que ça puisse ressortir éventuellement. Donc voilà pour ce qui est de l'émetteur qui va être au-dessus. Pour ce qui est du récepteur, eh ben lui, il vient sur un petit support ici que j'appelle le support d'ailleurs. Et comme ceci. Et de même, ça a été fait pour que ça s'ajuste en force. Les photodiodes viennent s'enfoncer, je l'ai mis à l'envers. Les photodiodes, le petit connecteur ici vient du côté de la lumière qui est ici pour passer le fil de l'émetteur. Et ça vient s'emmancher à force. On ne peut pas se tromper là, on ne peut pas le mettre à l'envers, ça ne rentre pas. C'est pareil, ça suffirait presque à ce que ça ne bouge plus. On voit que les photodiodes ici sont légèrement en retrait, de je sais plus 4 dixièmes de millimètre je crois. C'est pour éviter qu'elles dépassent et que ça accroche quand on glisse la carte, c'est normal. Et l'épaisseur ici est d'environ 5 mm, je ne sais plus exactement, 4,8 je crois, ou 5. Et ceci pour fonctionner avec des faces avant qui font entre 1 mm et 5 mm. Là en l'occurrence, moi j'utilise ça pour maqueter. On voit que si je mets comme ceci, ça fait 5 mm, c'est du contreplaqué de 5. On voit qu'en fait ici, d'abord le contreplaqué, l'épaisseur elle n'est pas très précise. Et en plus... je vais poncer un peu pour que ça glisse bien. Et résultat, voilà, bon, voilà, c'est à peine, hein, mais le récepteur ici, la plaque ici dépasse légèrement, très légèrement, et ça vient accrocher. Donc, pour ce faire, c'est pour ça que j'ai prévu dans les fichiers STL des petites rondelles. Il y a des rondelles je vais essayer de mettre la main dessus, comme ici, qui font 9 dixièmes de millimètre. Et il y en a d'autres qui font 1,8 mm d'épaisseur. Et on peut en mettre plusieurs pour écarter plus ou moins ici ce module pour qu'il vienne juste affleurer de la face avant hein, et sans dépasser. On met plusieurs. Moi en l'occurrence, je vais mettre 2 petites rondelles de 9 dixièmes pour bien ajuster comme il faut. Je vais faire le montage. Ici j'ai bien mis l'émetteur. Il vient comme ceci sous le couvercle. On met deux vis, pas des vis, des longues d'ailleurs. Là, elles font 35, je crois. Mais plus courtes je crois que des 30, même des 25 auraient peut-être suffi. Alors, c'est juste ajusté hein, pour que ça bouge pas, que ce soit assez précis. Voilà. Ensuite, on passe ici le petit câble dans la lumière ici de la face avant. Et on met les 2 petites vis ici. Tout ça doit être fait assez précisément. Hein. Voilà. Ensuite ici, pour écarter mon récepteur, ici, je vais mettre les 2 petites rondelles de 9 dixièmes. Et je viens placer ici le récepteur, on ne peut pas se tromper. Il y a une petite lumière ici dans laquelle on va passer le connecteur à travers. Et, excusez-moi, et on vient passer ça ici sur les vis. Voilà. Donc là, on voit que le récepteur, il vient et on voit qu'il est légèrement en retrait de quelques dixièmes de millimètre. Et là, les cartes ne peuvent plus
à accrocher. Et ici, les guides sont bien plaqués. Donc une carte, même ici celle-ci, elle n'a pas été arrondie, elle a des coins bien aigus, mais ça, elle vient bien se glisser sans problème. Il n'y a rien qui gêne et ça a aucune retenue. Alors en arrondissant un peu les bords, c'est encore mieux, hein. Moi je les arrondis. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire ici? Eh ben là, on a une toute petite encoche pour glisser le câble. Et on vient mettre ici une petite plaquette de sécurité pour être sûr que tout ça, pour fixer d'abord l'ensemble et pour être sûr qu'ici pour fixer ça et pour être sûr ici que le récepteur ne puisse pas ressortir. Voilà. Et bien sûr, et on va boulonner tout ça. Alors moi je mets en général, je sais pas si j'en ai là. J'aime bien mettre deux petites rondelles frein. Bon là elles étaient loin d'être indispensables dans la mesure où de toute façon ça sert sur le PLA qui est légèrement élastique. Donc ça a un effet anti-desserrage. Mais tant qu'à faire, comme j'en ai, deuxième écrou. Voilà. Je vais serrer ça juste pour faire accrocher la rondelle frein. Et ça suffira. Pas la peine de serrer fort. Donc on voit que la castillage de la version 3B sera jaune. Hein, on l'aura compris. Donc je vais reprendre une de mes cartes de test là-bas. Voilà, ça glisse parfaitement, hein, aucun souci. Il n'y a rien qui accroche. Voilà, c'est très bien. Alors ensuite, le connexion. Ici, fais attention, le petit plus, le rouge ici, comme ceci. Voilà. Et ici, un connecteur. Bon, ça c'est provisoire, c'est pour moi faire le maquettage. Je vais brancher ça. Et là, on est encore connecté à un Arduino Uno. Voilà. Ici, j'ai un petit pin qui s'est débranché. J'ai été un peu brutal. Je vais la remettre en place. Voilà. Voilà, comme ça, là, je suis prêt à maqueter. J'ai plus rien à dire sur ce capteur optique. Donc, tous les fichiers sont à jour sur le site. Alors ensuite, donc j'ai dit que j'allais faire la version 3B alimentée par batterie. Donc j'ai choisi de l'alimenter sous 7 volts 2 avec 6 éléments AA de NiMH, nickel métal hydrure. Pourquoi? Parce que comme ça je garde le même coupleur de piles et en cas d'urgence, si on a les batteries complètement à plat et qu'on doit absolument travailler, on peut remplacer les 6 éléments par 6 piles LR6 de 1,5 V et ça fonctionnera parfaitement. Donc voilà mon choix. Ces batteries, donc elles ont une tension nominale 6 fois 1 volt 2, ça fait 7 volts 2. Ça c'est la tension nominale, mais en fin de charge, en pleine charge, elles peuvent monter à 1,4, ce qui fait qu'on a une tension de batterie globale de 8,4 volts. Ça dure pas longtemps, mais c'est très supérieur à ce que peut supporter une entrée d'Arduino, parce que j'ai décidé de mesurer la tension de la batterie en permanence pour pouvoir alerter l'utilisateur si elle se décharge trop, parce que les batteries nickel métal hydrure, paraît-il, supportent assez mal d'être déchargées profondément, donc il faut les recharger quand les éléments tombent en dessous de 0,9 volts, il faut absolument les recharger, il ne faut pas continuer de tirer dessus. 0,9 volts donc pour 6 éléments, ça fait 5 volts 4. À ce moment-là, l'Arduino fonctionne toujours, il y a encore assez parce qu'il est alimenté par un régulateur LDO qui a une chute que de 0,5 volts, donc on va toujours avoir suffisamment pour faire fonctionner l'Arduino, mais il est temps quand même de recharger la batterie. Et donc j'ai fait un petit pont de résistance pour chuter un peu cette tension. Le pont est composé d'une 27 kg et d'une 33 kΩ. Vous ferez le calcul de la division que ça fait. Mais disons que quand on est à pleine charge, qu'on a 8 volts 4, la tension est ramenée à 4 volts 96. Donc ça ne peut pas griller une entrée d'Arduino pour moi faire la mesure. Donc ça mesure en permanence la tension et dès qu'elle tombe sous une valeur, je sais plus, 5,7 volts j'ai dit, quelque chose comme ça, j'ai monté un peu. Dès que la batterie tombe en dessous de 5,7 volts, on va alerter l'utilisateur. Alors pour alerter l'utilisateur,
On avait pensé à mettre une LED de plus, mais ça, on veut pas charger la face avant. On voulait ne rien ajouter sur la face avant, à part la prise pour brancher le chargeur, bien sûr. Donc pas de nouveau voyant. J'ai décidé de réutiliser le voyant rouge ici normal, le voyant d'information qui existait déjà dans la version 3 et qui avait deux usages. Bah, désormais, il en a un troisième usage. Donc son usage normal, c'est allumé fixe. Tout va bien, on est en fonctionnement. Il est allumé fixe pour pas oublier de l'éteindre, hein, pour pouvoir qu'on ait allumé. Clignotement rapide et intense, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Il faut absolument arrêter la machine et puis appeler la maintenance. Et ensuite, j'ai trouvé le troisième fonctionnement, c'est tout va bien, mais la batterie est tombée sous le seuil limite de 5 volts 6 ou 5 volts 7. Ça s'ajuste hein, en fonction de la... Et là, ça veut dire qu'il faut alarmer. Et dans ce cas-là, on va avoir un clignotement lent, relativement lent. Alors, je vais l'illustrer tout de suite. Je vais brancher. Alors, d'abord, j'ai mis une petite séquence de clignotement rapide pour qu'on voit la différence, comme s'il y avait une panne, un problème. Voilà. Ça, c'est le clignotement. Ça veut dire, ce clignotement rapide, là, ça veut dire gros problème. Voilà. Ensuite, bon, c'était juste pour illustrer. Là, il passe en voyant fixe. Donc ça, c'est le fonctionnement normal. Tout va bien, l'appareil est en marche. Et donc là, la tension d'alimentation, elle est de 6 volts 57 là-bas que je mesure. Donc on est dans la norme. Je vais la baisser progressivement. Ici, on est tombé à 5 volts 82, il se passe rien. 5 volts 67, voilà, je tombais sous 5 volts 7. Et qu'est-ce qu'on voit? Là, cette fois, clignote lentement. Elle s'éteint quelques dixièmes de seconde de temps en temps. Ça indique que il est temps de recharger la batterie. Voilà, c'est ce qui va être essentiellement la différence avec sur la version 3B. Et la batterie se rechargera avec un chargeur classique, un chargeur de téléphone qui normalement ne donne que 5 volts, mais j'ai acheté des petits adaptateurs qui va pouvoir recharger les batteries 7 volts 2 avec un chargeur de téléphone standard. Autre modification dans la version 3B, j'ai commandé un nouveau haut-parleur qui j'espère donnera un meilleur son. Donc ça on verra. Je pense que je vous retrouverai pour une prochaine vidéo quand j'aurai fait la maquette complète de la 3B et voire même quand j'aurai fait le prototype, d'ailleurs c'est pas la peine de tout détailler. Mais là bon, sachez donc que si vous voulez fabriquer un Papis, les fichiers 3D et l'électronique du capteur optique ont légèrement changé. Excellente fin de journée à tout le monde, bon dimanche demain et à bientôt j'espère.